Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Bonjour à tous. Allô? Bienvenue au 26e épisode de Café Snake, quand même. Ouais, épisode spécial qui est disponible en entièreté sur Patreon. Patreon.com/Café Snake. Merci à tout le monde qui écoute, tous les gens qui rejoignent le fil de Café Snake depuis les dernières semaines. Juste vous rappeler de laisser 5 stars sur Spotify, Apple et de partager Café Snake. Mounir, de quoi tu vas parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va revenir sur le changement de programmation du réseau de l'information de Radio-Canada de RDI qui a décidé d'allonger ses émissions Zone Info et en direct avec Patrice Roy de 1 heure. Parler de qu'est-ce que ce changement veut dire dans le monde des nouvelles. Toi, Daphné, de quoi tu vas parler aujourd'hui? Mon segment, je l'ai appelé le Requiem de toutes. Donc, c'est sur le deuil, comme je disais, de drame humain, de souffrance humaine, surtout sur mon fil For You page TikTok. Et je vais mettre ça en parallèle avec le deuil collectif de TikTok. Sans plus tarder, les DJ News. Touloulou! He said, "What size are you, ma'am?" I said, "No, you don't understand. What size do you have? I'll make them work. I'll make them fit. I will walk the shoe. I walk the shoe don't walk me." I will always love you how I do. CEOs are killing our futures. They don't care about anything but lining their own pockets. Energy has been a lifelong passion of mine. It's here. LA is burning. It's because of fossil fuel companies and big oil billionaires. Criminal! 300 reporters in Gaza were on the receiving end of your bombs. Why did you keep the bombs flowing when we had a deal in May? Happy to address we all knew we had a deal. Everyone in this room knows we had a deal, Tony, and you kept the bombs flowing. I'm happy to address Why did you questions. sacrifice the rules-based order on the mantle of your commitment to Zionism? Why did you allow my friends to be massacred? Why did you allow my friends to be massacred? And remember, TikTok is largely about kids. If China's going to get information about young kids, Là, moi, je veux savoir, c'est qui achète ça? C'est qui mange ça? C'est qui se dit « Hey, j'ai vraiment envie d'un petit cherry blossom. » Mais voyons, il y a personne qui mange ça. Il y a pas personne qui mange ça. Voyons. En plus, le design, ça a pas changé. En 1988, c'est la même petite boîte. Mais voyons, ça a pas de bon sens. Non, Hershey Canada. Il y a évidemment aucune information. Il y a même pas d'Instagram. On vient d'entendre un extrait de mon taste test préféré du créateur de contenu québécois Antoine B. Côté. J'avais déjà parlé de lui dans un article pour La Presse. Et là, il dégustait un Cherry Blossom. Et j'ai mis ça pour souligner justement la fin de cette friandise qui existait depuis près de 150 ans et qui a même été fabriquée au Québec pendant un certain temps dans une usine à Sherbrooke. La semaine passée, Hershey Canada a confirmé qu'ils allaient cesser la production des Cherry Blossom, qui est considéré comme un classique canadien. Cette nouvelle-là en a bouleversé plus d'un. Puis dans un article complètement unhinged que je lisais hier sur le site du Journal de Montréal, on a écrit notamment que cette triste nouvelle ne vient pas seule, puisque le cinéaste David Lynch a connu la même triste fin que la Cherry Blossom en ce 16 janvier. Donc Cherry Blossom et David Lynch, même combat. Rest in peace David Lynch, souvent grand fan des Cherry Blossom. Ouais, d'ailleurs, moi et Mounir, on a décidé qu'on allait réécouter la première saison de Twin Peaks en l'hommage de David Lynch, s'il y a des gens qui sont intéressés. Je ris, mais ils ont produit aussi un reportage, le Journal de Montréal, dans lequel ils interviewent Luc Dupont, qui est professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa, pour commenter la disparition des Cherry Blossom. J'ai trouvé ça drôle quand j'ai vu ça parce que ça fait un petit bout de temps que je dis ou qu'on parle de ça, moi et Mounir, comme quoi il y a un problème d'expertise dans les médias. Je pense que c'en est un bon exemple. Là. Pourquoi un professeur d'université en communication aurait quelque chose de pertinent à dire sur la disparition d'un chocolat? Moi, je pense comment ça fonctionne souvent, c'est peut-être que lui, il a fait genre un statut Facebook parce qu'il est vraiment fan des Cherry Blossom. Puis un journaliste l'a vu, puis il l'a contacté, puis il a
dit « Hey, tu veux-tu venir en parler à la télé? On a personne pour parler de ça. » Je pense que c'est sûrement comme ça que c'est Ouais. arrivé. Je sais pas si c'est quelque chose qui est nouveau, mais je pense que mise en relief avec le fait que sur les réseaux sociaux, il y a vraiment des experts qui s'expriment sur une panoplie de sujets pointus, dépendamment du sujet de leur expertise. Et je pense que peut-être que là, quand on voit ça dans les médias, on est comme, voyons, c'est un peu bizarre. Je vais décrire la Cherry Blossom. Composée d'une cerise au marasquin et d'un sirop de cerise entouré d'un mélange de chocolat, de noix de coco râpée et de morceaux de cacahuètes. Et évidemment, le bonbon qu'on connaît, il était emballé individuellement dans des espèces de petites boîtes jaunes. On s'en souvient notamment à cause, pour moi, directement, c'est l'emballage très rétro de la Cherry Blossom qui va me manquer. Un emballage qui était polarisant. On dit qu'à cause d'une espèce de graphisme suranné, un design jaune qui restait inchangé à travers les années. C'est justement ce qui faisait en sorte que cette friandise-là se démarquait. L'emballage, c'était l'expression claire d'un certain anachronisme, en ce sens où cette friandise-là essayait pas de s'adapter aux tendances, mais c'est justement, ça créait une espèce d'effet de permanence, d'inchangé, dans un monde qui, autrement, change à la vitesse grand V. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le fait que ça changeait pas à travers les années, moi, depuis que je suis petite, ça existe, ça l'a jamais changé, il y avait comme quelque chose de rassurant derrière ça. Comme si les Cherry Blossom, c'était un pilier culturel. La disparition annoncée de cette friandise, pour moi, ça l'occasionne une forme de perte de repère. Même chez les gens qui consommaient pas les Cherry Blossom, il y a un certain deuil à faire. J'ai l'impression qu'on est collectivement endeuillés. Puis je dirais que dans un monde capitaliste où les produits se personnalisent constamment, de plus en plus, s'adaptent toujours à la vitesse éclair, à la tendance du jour. On peut penser même au niveau de la mode, à quel point ça a changé depuis que je suis ado. Maintenant, c'est la fast fashion, c'est un truc qui est lié aux algorithmes. Même les grandes succursales de fast fashion, à l'époque où moi j'avais comme début vingtaine, comme Zara, éprouvent des problèmes parce qu'ils sont pas capables de s'adapter aussi vite que des entreprises comme Shein ou Temu. Pour moi, la Cherry Blossom se démarquait par sa non-adaptation. Puis c'est un peu l'équivalent, comme on parlait dans l'épisode précédent, d'un genre de CEO milliardaire en hoodie qui nous dit « J'accorde pas d'importance à ma tenue vestimentaire parce que finalement, choisir mes vêtements, c'est un gaspillage de temps. Puis ce temps-là, je veux le passer à sauver le monde, entre gros guillemets. » Comme si le choix esthétique du packaging dégageait une posture désintéressée, puis à travers ce désintéressement-là, ben, on sentait qu'il y avait une authenticité. Comme si le bonbon voulait pas vraiment qu'on le mange, dans le fond. Puis je trouve que c'est aussi un paradoxe, peut-être que tu vas m'accuser de trop pousser, fouiller, etc., mais pour moi, l'emballage aussi est vraiment érotique parce que je trouve qu'il y a quelque chose ce qu'il y a de plus uncanny dans cet emballage jaune-là, c'est la photo de la sucrerie qui semble pas nécessairement ragoûtante, genre même au niveau des couleurs, des textures. Il y a quelque chose d'organique dans ça. On a l'impression de voir littéralement un organe ouvert en deux. Je t'ai demandé comme de me décrire l'image hier, puis tu m'as dit tout de suite du sang. Oh mon Dieu, ça va être collant partout sur mon bureau. Quelle erreur. Ça jute. Moi, j'ai l'impression d'être devant un organe sexuel dégoulinant. Quelque chose qui ressemble soit à des fluides corporels, la cyprine, du sang, mais même du caca. Fait que, ouais, il y a comme quelque chose d'un peu alternatif, uncanny, étrange dans cette photo de chocolat coupé transversalement. D'ailleurs, j'ai fait des recherches hier par rapport à la sucrerie, puis j'ai appris que le fait que c'est autant fluide ou dégoulinant à l'intérieur, c'est pas qu'on injecte un liquide à l'intérieur, mais vraiment, c'est grâce à une enzyme qui fait partie de la pâte de sucre dont est enrobée la cerise. Cette enzyme-là, qui s'appelle l'invertase, va liquéfier la pâte, mais ça va prendre à peu près 2 semaines avant que ce processus-là soit complété. Là, j'ai l'air de dire n'importe quoi, mais la cerise, c'est un symbole sexuel. Ça est associé notamment à la virginité depuis au moins la Renaissance. Il y a une expression qui dit « popping the cherry ». C'est lié au fait de perdre sa virginité. À ce sujet-là, de la virginité, et je voulais mettre un extrait du fameux expert en communication qui commente la disparition du chocolat. Le chocolat, c'est souvent le premier achat qu'on fait seul. C'est-à-dire qu'on était jeune, on avait 5 ans, on avait 6 ans, on est rentré à la tabagie. Papa, maman nous a donné 1 ou 2 dollars et là, on a fait l'achat comme ça d'une première tablette de chocolat. Alors, dans le cas de Cherry Blossom, ça s'inscrit là-dedans. C'était non seulement parmi les premières qu'on s'achetait, parce qu'elle était aussi un peu particulière dans une boîte, donc non pas une tablette, mais une boîte à l'intérieur de laquelle on retrouvait une cerise.
Je voulais parler de comme un débat qui est ongoing sur Internet depuis plusieurs semaines, mais qui a culminé cette semaine, j'ai l'impression. C'est l'affrontement qu'on pourrait dire entre la droite conservatrice québécoise et la droite souverainiste nationaliste québécoise. Cette semaine, je dis qu'elle a culminé parce que le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, est allé au balado Yann et Frank, qui est disponible sur YouTube, et Mathieu Bock-Côté est allé faire un épisode de Radio Pirate de Jeff Fillion. C'était un débat avec un de leurs collaborateurs, Jonathan Hamel. Paul Saint-Pierre Plamondon est allé à la podcast des animateurs, qui est des gens qui appellent ça la droite pirate, mais c'est une podcast quotidienne qui fait une revue d'actualité. C'est filmé sur Zoom, là, c'est filmé à distance, ils n'ont pas vraiment de studio. La droite, disons, conservatrice est contre le projet de souveraineté. Ils ont quand même un ressentiment contre la quête d'émancipation du peuple québécois qu'ils jugent comme étant... puis on peut mettre un extrait de Jonathan Hamel qui juge que c'est un trip de gang, un voyage organisé. Avoir les leviers du pouvoir pendant les premières années, en plus de passer à l'histoire, ce que volontairement vous voulez faire. C'est un peu ça. C'est un projet de vie. Et vous l'avez dit, c'est quelque chose qui insuffle une certaine créativité. Dans le fond, c'est un truc, c'est un genre de club social, votre histoire, là. C'est une espèce de voyage de gang. Vous allez nommer vos amis ambassadeurs, tout ça. Puis je veux dire, c'est quand même un projet de carrière pour les gens comme PSPP qui n'ont pas très bien réussi dans le monde en général. À ce moment, vous devenez médiocre. À ce moment, la conversation, théoriquement, devrait s'arrêter parce que vous ne vous situez plus sur le plan des arguments. Vous mettez à insulter les gens. Ouais, non, c'est des arguments. C'est des arguments. C'est des gens. Non, mais M. Bock-Côté, c'est quand même porté par des gens qui sont profondément pas impressionnants, là. Vous allez pas dire... Pour qui vous prenez? Mais pour qui vous prenez, premièrement? C'est comme ça qu'ils qualifient le projet de souveraineté du Québec. Le PQ a un intérêt qui est vraiment grandissant pour essayer de convertir cette frange politique du Québec, puis est vraiment capable d'édulcorer son discours pour leur plaire, tandis que l'électorat plus de gauche, disons, il irait jamais à ce genre d'opération de séduction comme pour séduire l'électorat de gauche, qu'ils prennent un peu de facto que comme oui, ils vont voter oui les gens de gauche au Québec, tandis que le point qui revient le plus souvent des gens de gauche à qui je parle, c'est mais là, si je fais la souveraineté, je la fais avec Mathieu Bock-Côté, tu veux vraiment t'associer à lui. Pourquoi devenir indépendant? Pourquoi devenir un pays quand on a l'impression que notre pays est peuplé, traversé par la xénophobie, par l'intolérance? Moi, j'ai pas le goût que ça soit ça, mon pays. Ça. Mais ma réponse à ça, c'est que c'est déjà le cas. Et je vois le futur plus comme étant à propos de l'autodétermination puis l'espèce d'achèvement d'une histoire qui est même pas encore commencée pour vrai, puis c'est plus comme philosophique. Pour moi, la position pour l'indépendance du Québec est plus philosophique puis émotionnelle que comme politique. Puis je pense que c'est ça un peu que la droite dite conservatrice est contre, c'est que pour eux l'idée d'un momentum social, c'est pas quelque chose d'attirant, puis ils veulent juste qu'on leur présente le cas économique puis le cas pour leur liberté individuelle puis une constitution. Ils sont full ancrés dans la réalité matérielle d'un Québec pays, pas dans la réalité émotionnelle, sociale, culturelle. Ça les intéresse même pas parce qu'aussi ils ont développé un ressentiment pour les institutions culturelles du Québec à cause de la pandémie, puis à cause de... Fait qu'ils ont même pas comme envie d'imaginer genre une culture québécoise qui fleurit. Pour vrai, l'entrevue entre Yann et Frank et Paul Saint-Pierre Plamondon était vraiment comme courtoise, puis était intéressante, puis il arrêtait pas de se donner des tapes dans le dos parce que justement il était capable de communiquer avec quelqu'un qui a des désaccords. Je trouve que quand même Paul Saint-Pierre Plamondon a bien répondu à leur questionnement sur le contrôle institutionnel des médias puis financier par le gouvernement. Puis quand Paul Saint-Pierre Plamondon leur a offert une réponse, il y avait vraiment rien à dire. Quand il leur a dit moi je pense que c'est pas nécessairement une mauvaise chose qu'il y ait du financement public des médias. Puis Yann et Frank d'habitude il aurait capoté, mais là ils ont vraiment eu l'air comme de comprendre sa réponse. Puis je pense que c'est quand même de quoi que leur audience leur a reproché. Mais contrairement au débat entre Mathieu Bock-Côté, Jeff Fillion, Jonathan Hamel, puis comme tout le Radio Pirate écosystème, ça a vraiment été explosif. Je vous mets des extraits. Je vous laisse le mépris pour les Québécois. Pas les Québécois, M. Bock-Côté, une certaine partie des Québécois qui ont une vision fantaisiste. Vous voulez que changer de chandail? Vous voulez changer de chandail? Ça va vous donner un cadre de vie. C'est votre objectif de vie. Vous voulez un référendum, vous voulez un soir gagnant. Je ne vous laisse pas définir. Non, mais calmez-vous, mon gars. Je vous laisse pas définir mon style de vie, mon objectif de vie. Je mène ma vie très bien. J'en suis très heureux. Elle me convient. Donc, je vous permets pas de faire ça. Soit vous répondez sur des arguments et ça se passe. Soit on accourt sa conversation. D'ailleurs, vous étiez pas prévu, si je peux me permettre, dans l'échange. Et si on m'avait annoncé que vous étiez dans l'échange, j'aurais probablement refusé
m'excuser parce que je ne vous estime pas. Bon, parce que... Ça a vraiment été des attaques personnelles. Jonathan Hamel, un crypto bro, pionnier crypto au Québec, qui dit que Paul Saint-Pierre Plamondon est médiocre, que tout le monde qui l'entoure est médiocre. Puis là, Mathieu Bock-Côté qui lui répond « Mais pour qui vous vous prenez? » Il est tellement comme prude, Mathieu Bock-Côté, que sa façon d'insulter quelqu'un, c'est genre « J'aurais été obligé de vous admettre que je ne vous estime pas. » Fait que c'est comme vraiment Je sais pas pourquoi, mais prude n'aurait jamais été le qualificatif que j'aurais donné. Ouais, fait que c'est ça, puis je trouve ça intéressant, ce débat, parce qu'il a commencé sur Twitter, puis il s'est terminé sur ces podcasts-là. Ça arrive la même semaine que Pierre Poilievre écrit une lettre à Paul Saint-Pierre Plamondon. Les deux ont des échanges en long sur Twitter. He is having a textbook crash out over gaming. Earlier this week, Quinn made a beautiful video that's breaking down the fact that Elon Musk is not the one who piloted his Path of Exile 2 account to the top of the leaderboard. Donc, notre dernière DigiNews. C'est la partie gratuite de l'épisode de Café Snake. Pour écouter le reste de l'épisode, vous pouvez vous abonner au patreon.com/Café Snake. À faire, absolument. C'est ça. À la prochaine. Bisous.